Merci à tous d'être présents. On a proposé dans le cadre du No Plastic Challenge de faire cette conférence sur le thème Déplastifier sa vie, pourquoi, comment, en partant du titre de l'ouvrage de Nelly Pons qui est parmi nous. Voilà, et donc on va revenir sur ces deux questions. D'abord, pour présenter globalement l'association No Plastic Challenge. Donc moi, je suis Muriel Papin, je suis déléguée générale de l'association No Plastic in My Seat. C'est une association qui lutte contre la pollution plastique à la source. Et donc, on organise cette année la 5e édition d'une opération qui s'appelle le No Plastic Challenge, qui incite à réduire notre usage de plastique pour en effet enrayer la pollution plastique. Parce que ce qu'on sait, c'est que la pollution est très corrélée à un niveau de production qui n'a fait qu'augmenter ces dernières années. Ce qu'on sait également dans ce propos liminaire, c'est qu'au risque environnemental qu'on identifie aujourd'hui tous, s'ajoute un risque sanitaire qui est de plus en plus aussi identifié par les scientifiques et qui est aussi une source d'inquiétude majeure. Deux, trois chiffres, hein. On sait qu'on est très exposé au plastique, mais au-delà de l'emballage, on l'est aussi dans des produits qu'on n'imagine pas forcément comme contenant du plastique. Par exemple, 70% de nos tissus sont aujourd'hui synthétiques, donc ce sont des fibres plastiques qu'on porte sur nous. Et nos couettes, nos intérieurs de voiture, un certain nombre de matériaux dans nos maisons sont aussi en plastique. Juste un chiffre, la production de plastique a été multipliée par 20 en 50 ans. Et donc, ce qui fait qu'on est entouré de plastique, mais aussi de micro-nanoplastiques, qui sont des petites particules qui s'échappent de la matière et qu'on retrouve aussi du fait de la pollution et qui s'infiltrent aujourd'hui dans notre corps. Donc, c'est un autre sujet d'inquiétude sur lequel on reviendra. Pour aborder tous ces sujets et faire un tour d'horizon et voir comment déplastifier nos vies, j'ai le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui donc Nelly Pons, qui est auteur de 2 ouvrages sur le plastique. Un premier qui s'appelle Océan plastique et un deuxième qui s'appelle Déplastifier sa vie, qui est sorti cette année. Et Célia Renesson, qui est fondatrice et directrice de Réseau Vrac, qui promeut le développement du vrac en France. Bonjour. Bonjour Muriel. Bonjour. Donc, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le propos. Donc, notre première question étant pourquoi réduire le plastique, hein, c'est un double enjeu environnemental et sanitaire, on l'a dit. Et je vous propose, Nelly, de commencer sur voilà, l'omniprésence du plastique et pourquoi c'est important de le réduire. À vous la parole. Merci, déjà bravo pour ce No Plastic Challenge parce qu'on voit quand on étudie ce sujet qu'on est là au cœur du sujet. La réduction, elle est essentielle pour plein de raisons. Alors, la première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'une des premières à avoir travaillé sur le sujet s'appelle Susan Frankel. C'est une journaliste américaine et c'est le premier bouquin que j'ai trouvé sur le sujet quand j'ai commencé mon enquête. Et elle a fait quelque chose d'assez rigolo que peut-être je vous invite tous à faire pour prendre conscience de à quel point notre vie est plastifiée. C'est qu'elle s'est dit, en fait, je vais essayer de ne pas toucher de plastique. Un matin, je vais me lever et je vais me dire que pendant ma journée, je vais essayer de ne pas toucher de matière plastique. Elle s'est rendue compte assez vite que c'était strictement impossible. Elle ne pouvait même pas éteindre son réveil matin. Elle ne pouvait pas s'asseoir sur la lunette de ses toilettes. Elle ne pouvait pas ouvrir son frigo pour prendre un pot de yaourt. Elle ne pouvait pas se brosser les dents. En fait, elle s'est assez vite rendue compte que ça allait pas le faire du tout. Donc, elle s'est dit, je vais noter sur un carnet tout ce que je touche qui est en plastique et tout ce que je touche qui ne l'est pas. Et elle est arrivée à la fin de la journée sur un ratio de 2 pour 1, c'est-à-dire 2 matières plastiques pour une autre matière, tout matériaux confondus, des matériaux que l'on utilise et que l'on produit depuis des millénaires. Donc déjà, je trouve que cette image, elle nous donne un petit peu la proportion en fait. Après, dans la notion de plastifier l'esprit ou déplastifier l'esprit ou la vie, j'ai aussi envie d'apporter le témoignage d'une chercheuse qui s'appelle Nathalie Gontard et qui travaille notamment sur des emballages innovants. Et elle me disait qu'un jour, elle avait réussi à produire à partir de déchets un emballage, mais qui était un petit peu marron. Et assez rapidement, on lui a dit que ça allait pas du tout le faire, puisque dans l'image, il fallait revenir à ce plastique hygiénique, sain, transparent, blanc, voilà. Et donc ça nous montre qu'au-delà de la matière, du monde de la matière qui nous entoure, le plastique est aussi venu coloniser nos esprits et nos représentations en fait que l'on a sur le monde qui nous entoure. Donc ça, c'est un petit préambule qui me paraissait, moi en tout cas, ce sont des images qui m'ont parlé. Je ne sais pas si elles vous parleront.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement? On vient de le dire, le plastique, il a intégré l'ensemble des pans de notre vie, de notre chambre à coucher à notre cuisine, notre salle de bain, jusque dans l'intérieur des cloisons de nos murs, jusque dans les produits de shampoing qu'on utilise. Et il a aussi colonisé très largement les organismes vivants et l'environnement. Donc je crois que Muriel, tu avais envie que je fasse un point, notamment sur les conséquences environnementales. J'ai brassé énormément de chiffres pendant ces enquêtes. J'avoue qu'il y a toujours tellement de zéros qu'on a du mal à se figurer ce que ça représente. Alors du coup, maintenant, j'explique les choses beaucoup plus simplement. En fait, partout où les scientifiques cherchent des traces de plastique, ils en trouvent. Et partout où ils n'en trouvent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas cherché, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que des fosses les plus profondes de nos océans. Donc, il faut imaginer que l'Everest culmine à près de 9 km au-dessus de la surface de la mer et les fosses des Mariannes sont jusqu'à 11 km en dessous de la surface de la mer. Et jusque là, 100% des crustacés qui vivent ont du plastique dans les entrailles. On en trouve dans les fontes des glaces de l'Arctique, on en trouve évidemment à la surface des océans, mais aussi dans toute la colonne d'eau. On en trouve potentiellement 4 fois plus dans les terres, on en trouve dans les cours d'eau, les lacs, les sédiments, les réserves d'eau souterraine. Il pleut du plastique au-dessus de nos villes, au-dessus des montagnes les plus éloignées de nos univers urbains. On en trouve dans l'air intérieur de nos maisons, on en trouve en fait partout où on en cherche. Donc je pense que l'état des lieux, il est assez simple. C'est une pollution qu'on peut dire généralisée. Celle des océans a fait beaucoup plus parler d'elle parce que c'est là qu'on a le plus d'éléments scientifiques et c'est historiquement par là qu'on s'en est rendu compte. Mais on sait maintenant aujourd'hui que la pollution plastique, elle est absolument partout. La question, c'est celle de ses conséquences. Alors, Homo sapiens sapiens ne s'étouffe plus avec du plastique. Il l'a fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez pourquoi on a sur les sacs de blanchisserie, par exemple, écrit attention, risque d'étouffement, d'étranglement. C'est parce qu'à une époque, quand il y a eu l'avènement de ces sacs et que c'était nouveau, c'était une matière qu'on ne savait pas gérer, il y a eu effectivement des morts par étouffement. Donc nous, ça ne nous arrive plus. Par contre, la faune, que ce soit les mammifères marins, les tortues, mais aussi en Inde, on sait qu'on a des vaches qui meurent de trop manger de plastique, des éléphants au Sri Lanka. On compte à peu près 100 000 mammifères marins et 1 million d'oiseaux qui mourraient donc d'ingestion, on va dire d'occlusion intestinale, d'étouffement, donc tout ce qui va être lié à ce qu'on appelle les macrodéchets. C'est énorme. Ce chiffre, il est donné par an et il est donné uniquement pour les individus que l'on a retrouvés et que l'on a autopsiés. Donc ça, c'est une première conséquence environnementale, elle est directe. Elle est qu'il y a des êtres qui vont arriver sur notre sac plastique et qui vont littéralement s'étouffer avec. Il y a une deuxième conséquence environnementale qui est beaucoup moins connue et qui est liée à ce que tu vas nous expliquer tout à l'heure, donc je ne vais pas forcément trop développer, Muriel, mais avec les plastiques, et je pense que Muriel vous expliquera pourquoi, on a une pollution chimique qui va avec, qui est beaucoup moins connue. Et donc, partout où le plastique va se retrouver, que ce soit dans un organisme vivant ou dans un écosystème marin, un écosystème terrestre, il va fonctionner comme un buvard, c'est-à-dire qu'il va à la fois relarguer la chimie qui le compose, et on sait qu'on a plus de 20 000 tonnes de produits chimiques qui sont des polluants organiques persistants, qui vont persister pendant des décennies ensuite dans l'environnement marin, qui sont relargués chaque année uniquement par les déchets plastiques. Et aussi, les petits morceaux de plastique vont fonctionner comme des buvards. On a en mer, par exemple, du PCB, on a des métaux lourds dont on retrouve encore des traces. Et une chercheuse de Toulouse a démontré que sur un morceau de plastique dans une eau contaminée, la contamination aux métaux lourds était jusqu'à 1 million de fois supérieure. Donc on sait que ces particules, quelle que soit la taille, d'ailleurs gros déchets, petites particules en micro ou en nanoplastique, va interagir, on va dire, avec son environnement de manière chimique. Et ça, c'est un grand inconnu, c'est un grand point d'interrogation pour les scientifiques. On sait que les plastiques sont associés avec des perturbateurs endocriniens dont tu parleras. Donc voilà, au niveau de la faune et des organismes en contact, au niveau environnemental, on a ces problématiques-là. Et la dernière chose dont on parle très peu, mais que finalement les océanographes que j'ai pu interroger pour mon enquête nous racontent, c'est que du coup, on a aussi affaire à un transfert d'espèces.
qui est à des échelles qui sont inégalées aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité, puisque les espèces voyagent sur des débris depuis la nuit des temps, hein, des morceaux de bois, des morceaux de noix de coco. Jules Verne parlait de cette fameuse mer des Sargasses, qui était des algues qui se retrouvaient dans un grand vortex océanique. Bon, bah, aujourd'hui, en immense majorité, les particules qui voyagent sont des particules de plastique. Et il se trouve qu'à leur surface va se développer, mais comme partout où le vivant s'épanouit, une faune et une flore qui va particulièrement apprécier ce micro-écosystème et qui va du coup voyager à travers les océans et aussi sur Terre à travers les vents sur ces particules de plastique. Et là, on a affaire à un volume qui est énorme et qui est aussi incontrôlé. Donc, c'était un vrai point d'alerte, puisque par exemple, une bactérie qui peut être dangereuse pour certains poissons et qui va être inexistante dans un autre océan va pouvoir coloniser cet océan-là. Voilà, donc au niveau environnemental, c'est les trois grandes lignes, c'est pas glorieux, hein, j'ai toujours un envers moi d'expliquer un petit peu ce qui ne va pas, mais c'est les trois grandes lignes qui ont été identifiées par les scientifiques. Et tu citais un chiffre tout à l'heure, on a à peu près, en 50 ans, en un demi-siècle, on a la population mondiale qui a été multipliée par 2,4 et on a la production de plastique qui a été multipliée entre 20 et 47. Donc quand on raconte ça, on voit bien qu'on n'est pas sur une histoire de démographie et d'augmentation de la population. Et pour recoller avec notre sujet immédiat, on est bien dans des problématiques de consommation. Oui, tout à fait. Alors, je vais juste faire très court sur les risques sanitaires, parce que ce n'est pas le cœur de notre sujet, mais ça semblait important aussi de l'évoquer. Les risques sanitaires, ils sont à plusieurs niveaux. Ils se font au moment de l'usage du plastique, puisque en fait, il y a des microplastiques qui vont partir des différents matériaux, objets en plastique. Et par ailleurs, le plastique est composé d'additifs chimiques qui vont aussi se séparer des molécules de plastique lors de l'usage, notamment dans certains contextes. Je reviens pas dans le détail, mais on pourra le voir lors des questions-réponses, et aussi du coup atteindre les organismes. En fait, il y a trois modes pour ce qui est des microplastiques. Il y a trois modes d'intégration par le corps humain. C'est soit par la peau, soit par inhalation, soit par ingestion. Voilà, donc ce qui fait que derrière ce qu'on mesure aujourd'hui, il y a deux types de risques, hein. Il y a tous les risques qui sont liés aux perturbateurs endocriniens, puisque la plupart de ces additifs chimiques sont des perturbateurs endocriniens. Et derrière, il y a des pathologies aujourd'hui qui sont très identifiées au niveau de la reproduction, au niveau des cancers, au niveau de troubles du développement et même au niveau de troubles du métabolisme et de l'obésité. Donc ça, c'est la partie perturbateurs endocriniens. Et l'autre partie, c'est que les micro-nanoplastiques qui intègrent aujourd'hui notre corps, donc y compris dans les poumons, y compris dans le sang, y compris dans le cerveau, ils créent des phénomènes inflammatoires qui eux-mêmes peuvent déclencher des pathologies et possiblement des cancers. Là, c'est moins avéré en termes scientifiques, mais ça inquiète fortement, les phénomènes inflammatoires inquiètent fortement les scientifiques. Donc voilà, pour le constat. On va maintenant, je vous propose d'écouter maintenant Célia Renesson, qui est la fondatrice de Réseau Vrac, parce que l'emballage est un gros point noir. Et donc, Célia, je propose que vous complétiez aussi le propos sur l'emballage, en quoi c'est un point noir et qu'est-ce qui a présidé finalement à la création du Réseau Vrac et du développement du vrac en France. Merci Muriel. Effectivement, le constat est venu à titre personnel en 2013 lorsque j'ai constaté que dans ma consommation, qu'à l'époque j'estimais assez poussée, ma poubelle, elle, ne diminuait pas et qu'une solution qui pouvait en fait me permettre de réduire la taille de mes poubelles était le vrac. Le vrac existait bien avant la création de l'association Réseau Vrac en 2016, mais à l'époque n'était pas forcément très développé. On ne trouvait pas des produits en vrac partout, on trouvait très peu de produits, on avait des rayons vrac qui n'étaient pas forcément très bien tenus. Et moi aussi j'ai eu envie de faire l'exercice, un peu comme Nelly le disait au début, de me dire tiens, comment je peux faire mes courses du quotidien, l'ensemble de mes courses du quotidien sans emballage, de manière à pouvoir venir moi-même avec mes propres contenants et donc une fois à domicile ranger mes différents produits alimentaires et non alimentaires et ne plus générer de déchets.
Et en essayant de faire cet exercice-là, eh bien, je me suis rendu compte que c'était quasiment impossible, puisque même si je pouvais, par exemple, aller chez le fromager ou chez le boucher avec mes tupperwares en verre, je n'avais pas à proximité de moi des magasins qui me proposaient de prendre ma sauce tomate, ma confiture, mes jus, mon papier toilette, par exemple, sans emballage. Et donc, l'exercice avait ses limites. Et donc, on s'est dit, eh bien voilà, on a aujourd'hui entre les mains une formidable solution qui s'appelle le vrac et qui va nous permettre d'adresser plusieurs enjeux. Donc, nous, on a également l'enjeu de la surconsommation au global, c'est-à-dire de se dire, quand je vais dans un magasin et qu'on m'impose des quantités fermées, cette dose-là ne correspond pas forcément à mes besoins. Donc, je vais l'acheter, mais peut-être que je vais jeter le fond du paquet parce que c'était trop pour moi. Donc, on a la notion du gaspillage des produits et du gaspillage alimentaire que le vrac va essayer de résoudre en laissant le consommateur choisir ses quantités. Et le deuxième enjeu auquel le vrac s'attaque, c'est la notion des déchets d'emballage jetable. Chaque Français jette par an 50 kilos d'emballage ménager dans sa poubelle, dont plus de la moitié, 60%, sont en plastique. Et on sait que seulement un quart de ces plastiques est recyclé aujourd'hui. Donc, on a une véritable limite au niveau des emballages, et ça, c'est dans nos poubelles. Et on sait qu'aujourd'hui, les déchets qui sont ramassés sur les plages, plus de la moitié correspondent à ces déchets d'emballage à usage unique et dont le plastique a une forte part. Donc, dans ma consommation du quotidien, si je veux essayer à mon échelle de contribuer à la réduction des déchets d'emballage jetables, dont plus de la moitié, 60%, sont en plastique, et donc à la réduction des déchets plastiques, une solution qui s'offre à moi, c'est le vrac. En venant faire mes courses avec mes propres contenants, des anciens bocaux en verre, des sacs en tissu, des vieux sacs papier craft que j'aurais récupérés, que je ne vais pas jeter et que je vais utiliser jusqu'au bout. Et pour pouvoir permettre au plus grand nombre de faire ses courses en vrac, eh bien, il a fallu que l'association s'occupe d'organiser ce marché, de le créer, de le développer, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de magasins qui proposent du vrac et que dans ces magasins, on ait quasiment tous les produits du quotidien pour permettre aux citoyens de faire toutes leurs courses en vrac au plus proche de chez eux et de manière sécurisée. Il est là l'enjeu aujourd'hui de l'association Réseau Vrac. Et en l'espace de 6 ans, l'association a bien grandi. On était à peine une centaine d'adhérents au début. On est plus de 1500 aujourd'hui, donc des fabricants de produits, des magasins, des porteurs de projets qui veulent ouvrir un magasin ou trouver une solution pour que le vrac se développe. Et on a réussi depuis 6 ans à faire évoluer le cadre législatif pour promouvoir et encadrer le vrac et un certain nombre d'actions pour sensibiliser les citoyens, les professionnels et faire grandir ce marché. Et en l'espace de 6 ans, on a réussi à faire grandir ce marché qui reste tout petit dans le marché de la consommation. On a réussi à le multiplier par 10. Donc, ça veut dire qu'on a fait grandir les consommateurs, les magasins, les produits. Et un seul chiffre, c'est à peu près 10 000 magasins, 10 000 points de vente en France aujourd'hui qui proposent du vrac, dont 950 épiceries vrac qui ne vendent quasiment que des produits en vrac. Merci beaucoup pour tout ce travail et pour ces éclairages. Alors, c'est vrai que la grande question, c'est si on veut réduire le plastique et avoir de l'impact, par quoi on commence. Donc, on l'a vu, l'emballage, c'est un gros point noir et puis c'est un point noir sur l'ensemble de la chaîne de valeur et globalement, il est très peu recyclé. Et d'ailleurs, il y a toute une partie des emballages qui ne sont toujours pas recyclables. Par ailleurs. Voilà, on progresse, mais encore insuffisamment sur ce sujet. Ensuite, c'est vrai qu'en termes de priorité, ce qui est intéressant de voir, c'est finalement qu'est-ce qu'on retrouve le plus dans la nature. Et la Commission européenne avait fait une étude d'impact en 2018 qui montrait qu'on a sur l'ensemble des déchets qu'on retrouve, 80%, là c'est du plastique, sur ce qu'on retrouve sur les plages. Il y a une partie
Il faut le dire aussi qu'il y a une partie de matériel de pêche, de filet de pêche, parce que ce sont aussi des matériaux qui sont en plastique, mais la grosse majorité, c'est des plastiques à usage unique. Et pour avoir une idée un peu du top 3 ou du top 4 de ces déchets, on a en premier la bouteille plastique ou les bouchons de bouteilles plastiques. Et c'est vrai que dans l'emballage, la bouteille plastique, c'est presque la moitié de l'emballage, quand on compte tout, le lait, les boissons et l'eau. Donc, c'est une part vraiment très importante. Donc, il y a la bouteille plastique, il y a les mégots. Personne ne le sait, mais le fil du mégot est en plastique. Donc, c'est un déchet plastique à usage unique. C'est une pollution plastique et chimique. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est lié à la consommation nomade. Donc, c'est de l'emballage, mais souvent dans une consommation qui va être en extérieur ou alors un sac poubelle qui a été éventré. Et on va avoir beaucoup de paquets de bonbons, de paquets de chips, de boîtes de kebab, de gobelets emportés, de nourriture emportée, enfin d'emballage de récipients de nourriture à emporter, etc. Donc, troisième gros point noir, la consommation nomade. Et la quatrième, c'est aussi tout ce qui est protection hygiénique que les gens mettaient dans les toilettes et qu'on pouvait retrouver ensuite sur les plages. Ensuite, il y a un autre sujet qui n'est pas connu en termes de pollution, c'est la part des microplastiques qui se libèrent en fait de certains matériaux et de certains objets comme nos vêtements. En fait, il y a une grosse partie de la pollution plastique qui est en fait une pollution microplastique qui émane des vêtements et notamment des pneus lors de l'usage, simplement lorsque les voitures roulent. Voilà, donc ça, c'est des choses dont on n'a pas forcément conscience, mais une des actions, c'est aussi de passer aux matières naturelles pour les vêtements, pour agir sur la pollution microplastique. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Nelly parce que justement, sur les emballages qu'on voulait évoquer aussi, c'est leur nocivité qui n'est pas toujours connue. Et c'est un point que vous avez abordé, Nelly, dans votre ouvrage. Et je trouvais ça intéressant aussi d'évoquer un peu les priorités pour sa santé, parce qu'il y a aussi des priorités sanitaires. Il y a les priorités environnementales, il y a les priorités sanitaires. Oui, tout à fait. Merci Muriel. Quand je travaillais sur l'enquête Océan Plastique, l'Assemblée nationale en France avait mené une commission d'enquête sur les emballages et la question de la toxicité potentielle de nos emballages. Il faut savoir qu'on vit dans les pays parmi les mieux réglementés au monde qui protègent notre santé. C'est quand même important de le rappeler. Cependant, avec les plastiques, comme on a affaire à des centaines de matériaux très différents et quelques dizaines de milliers de produits chimiques qui sont soumis au secret industriel en fait aussi parce que tout simplement les propriétés extraordinaires qu'ils vont donner aux produits finis c'est normal, c'est jalousement gardé de produit en produit. Donc, on est ainsi organisé en France. Je vais essayer de vous montrer un dessin qu'a fait ma super pomme amie illustratrice. On est organisé de telle manière que sur nos emballages, on applique ces fameuses flèches qui nous donnent en gros ce qu'on a mis en place qui s'appelle les 7 codes du recyclage. C'est-à-dire que quand on a commencé à organiser le recyclage, ou j'ai presque envie de dire le non-recyclage des matières plastiques, on a défini 6 grandes matières plastiques. Donc, certaines vont vous parler, par exemple, polyéthylène terephthalate, c'est le POT de nos bouteilles en plastique, le polypropylène, tout le monde connaît le polystyrène, voilà. Donc ça, il y en a jusqu'à 6. Et puis, il y a une 7e catégorie qu'on appelle la catégorie fourre-tout, où il y a tout ce qui n'est pas les 6 premiers. Et là, on retrouve on ne sait même pas combien il y en a en fait de plastique là-dedans. Donc, si vous avez envie d'agir sur votre santé, il y a quelque chose qui est connu aujourd'hui par rapport à la chimie qui est inhérente à la fabrication de ces plastiques. Il va falloir éviter en priorité le PVC, qui est marqué donc en triangle numéro 3, qui libère un éventail d'agents chimiques qui sont connus, comme des métaux lourds ou des dioxines ou des phtalates. On a aussi le polystyrène, alors ça on utilise beaucoup quand même, les usages alimentaires, ça va être dans la loi, ça va être interdit là, mais jusqu'à maintenant c'était autorisé. Et après ce fameux 7 fourre-tout, vous avez à l'intérieur tout ce qui va être lié aux résines époxy, au polycarbonate, au bisphénol, voilà. Donc après, au-delà de ces codes de recyclage, je pense, moi, ce que j'ai essayé de m'appliquer, c'est de partir du principe que le plastique doit sortir du contact alimentaire tout simplement, le plus possible, en attendant que la législation s'organise, que la science avance et que l'industrie se mette au diapason. On peut, nous, déjà agir. Alors, on ne peut pas agir sur tout parce qu'on est aussi prisonnier de quelque chose de systémique, en fait. Même si, heureusement, il y a les réseaux VRAC, la consigne qui se redéveloppe, etc.
L'idée, c'est d'essayer à minima de travailler en priorité sur notre cuisine. Surtout, il faut avoir en tête que le plastique libère principalement sa chimie en vieillissant et en étant chauffé. Donc, une bouteille en plastique qui n'est pas faite pour être réutilisée, si vous la réutilisez en voulant bien faire, en voulant faire un geste pour l'environnement, eh ben, c'est là que vous allez vous retrouver le plus au contact avec de la chimie. Évitez aussi tout ce qui va être dans l'eau bouillante, comme les sachets de thé, qui sont devenus maintenant, qui étaient en papier avant, et énormément sont en plastique aujourd'hui. Et il a été démontré que plusieurs millions de particules s'échappent dans la boisson. Donc, moi, je pars du principe que, bon, plutôt que de chercher à savoir exactement tous les numéros, tous les plastiques, parce que c'est assez long et fastidieux, on peut déjà assez simplement remplacer, par exemple, des ustensiles qui sont plastifiés, qu'on va mettre dans la poêle par du métal qui va durer tout simplement toute la vie et on n'aura plus le doute sur la chimie qui sera relarguée. Voilà, donc moi, je dirais en priorité à agir effectivement sur la cuisine et les emballages sont une bonne partie du plastique qu'on utilise en cuisine, mais pas que. Bah, merci beaucoup Nelly. Alors, dans 7-8 minutes, on passera aux questions. Je pense qu'on en aura. On voulait d'abord vous proposer d'aborder les solutions au niveau du vrac et puis au niveau de ce qu'on peut faire à titre individuel. Donc, Nelly a commencé à le faire. Ce que je voulais aussi vous donner comme visibilité, c'est le fait qu'il y a des études qui montrent, là je vais parler de la pollution, que la pollution plastique des océans, elle pourrait être multipliée par 3 d'ici 20 ans, mais elle pourrait aussi être réduite de 80% si on mettait en place, alors à toutes les échelles, dans tous les pays, un ensemble de mesures. Et dans ces mesures, évidemment, il faut optimiser le recyclage, mais la mesure qui a le plus d'effet, c'est la réduction et le réemploi. Voilà, donc c'est 2 mots-clés, c'est réduire et réemployer. Et c'est vraiment finalement, si on doit retenir 2 mots de cette conférence sur comment déplastifier à la fois pour l'environnement et pour sa santé, ce sont les 2 mots-clés, réduire et réemployer. Ce que je propose, c'est, Nelly, peut-être que vous enchaîniez sur ce qui peut être fausse solution et puis comment concrètement dans sa maison, on a commencé par la cuisine, mais qu'est-ce qu'on peut réduire par ailleurs? Et puis après, on reviendra avec toutes les possibilités offertes par le vrac avec Célia. Oui. Alors, je peux continuer. Effectivement, il y a des objets particulièrement emblématiques qui sont assez faciles à remplacer. On parlait de la bouteille en plastique. Une gourde fait quand même très bien l'affaire. Alors attention, parce qu'aujourd'hui, j'ai lu des articles comme quoi on était en surproduction de gourdes. C'est-à-dire que si on se met à vouloir avoir la gourde rouge avec le sac rouge, la gourde verte avec le sac vert, on va avoir un problème. C'est-à-dire que malheureusement, quand on s'attaque à cette question de la pollution plastique ou alors qu'on s'y intéresse pour des questions de santé, on va avoir tendance, et donc je me permets d'insister parce que tu l'as dit Muriel, à oublier que c'est vraiment la réduction qui est le nerf de la guerre. On est quand même dans un monde qui est dans des multiples crises écologiques et sociales. Donc si au lieu d'avoir un sac en plastique, un sac en tissu, on en a tous 15 parce que chaque festival écolo, chaque magasin un peu organisé vous offre son sac en tissu et alors que c'est des pesticides, c'est de l'accaparement de terres agricoles, c'est potentiellement de l'exploitation des populations, c'est du défrichement à l'autre bout de la planète. Donc voilà, la première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est attention, ne raisonnons pas trop en silo en fait sur les actions citoyennes que l'on a envie de mener. Essayons d'embrasser la complexité de ce monde. Alors c'est pas tous les jours facile, mais en tout cas, moi, ça me semble important. Donc, il y a des objets qui peuvent être réduits tout simplement, d'autres qui peuvent être, donc on dit supprimés. Pardon, dans la règle des 5 R, on a d'abord le refuser. Avant même le réduire, refuser, ça veut dire se passer tout simplement. C'est se poser la question, ai-je réellement besoin de cette chose-là? Ensuite, dans la réduction, il y a le volume qu'on réduit et il y a aussi la question du remplacement. Et là, comme je venais de le dire, attention, parce que du coup, comme il y a beaucoup de greenwashing en ce moment sur ce sujet-là, on a tendance à vouloir remplacer tout par du papier ou du carton qu'on va continuer de jeter. Donc oui, ok, on aura travaillé sur la question plastique, mais par rapport à la déforestation mondiale, on va aggraver des problématiques. Donc ça, c'est une chose. Après, dans les objets emblématiques, on a aussi un gros travail qu'on peut faire dans notre maison sur la salle de bain. Parce qu'il existe de plus en plus de choses comme propositions alternatives. Ceux qui ont commencé à vouloir réduire il y a 10 ans ou même 5 ans avaient du mal à trouver une brosse à dents qui soit autre qu'en plastique et qui maintenant ils les font même en bois où on change juste la tête pour éviter de jeter tout le manche.
c'est aussi passer à des matières solides, en fait, qui ne nécessitent pas nécessairement de l'emballage. Donc, on va trouver des savons, des shampoings. Le rasoir est devenu jetable, mais il n'y a pas si longtemps que ça. On avait tous un rasoir en métal dont on changeait la tête une fois tous les 36 du mois et ça marchait très, très bien. Et heureusement, ceux-là sont encore produits, donc on les trouve. Et Muriel, tu disais, il y a aussi un secteur qui est quand même assez complexe, c'est celui de la buanderie, en fait, du placard, tout simplement, des vêtements. Tu donnais ce chiffre de 60% ou 70% de nos vêtements qui sont en plastique. Et là, il y a un travail qui n'est pas toujours simple parce que les matières plus nobles, entre guillemets, vont parfois avoir un coût supplémentaire. Donc là, on va ouvrir le monde entier de la recyclerie, du do-it-yourself, où finalement, quand on a envie d'aller de plus en plus loin dans ce sujet, on se rend compte qu'il existe de plus en plus de propositions. Et même au niveau des vêtements, il y a énormément de friperies qui se sont ouvertes. Et finalement, qu'est-ce qu'un vêtement neuf, si ce n'est un vêtement qu'on n'a jamais encore porté? En fait, à partir du moment où il arrive dans notre garde-robe, il va avoir l'usage qu'on veut lui donner. Donc, il n'a pas besoin de sortir tout neuf nécessairement d'un magasin. Donc, on rejoint toujours en fait cette question de, OK, d'abord, j'essaie de m'en passer. Ensuite, quand je remplace, j'essaie d'aller vers des choses qui soient prioritairement réutilisables dans des matériaux sains pour la santé et qui participent aussi à ce mouvement de la seconde main. Le plus possible. Et j'ai envie dans les fausses bonnes solutions, j'ai envie aussi de vous alerter sur les bioplastiques parce qu'en ce moment, on nous vend énormément de bioplastiques. Donc, qu'est-ce qu'un bioplastique? C'est un plastique qui va être soit biosourcé. La plupart du temps, c'est cela en fait qu'on nous vend. Donc, je vais simplifier, je vais vous parler de cela. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les molécules de notre matière première dans de la biomasse, des algues, de l'amidon de maïs, ça peut être n'importe quoi. Mais à partir du moment où on va passer par la chaîne chimique de la fabrication du plastique, on n'aura pas une matière nécessairement plus biodégradable. Donc, attention aussi à ces plastiques-là qu'on va, c'est un point d'attention qui était important. Célia, je vais vous proposer de poursuivre sur le vrac, puisqu'on l'a vu, hein, l'emballage est un gros point noir. Et donc, on a vu avec Nelly qu'on pouvait réduire le plastique dans nos cuisines, dans nos salles de bain et aussi dans notre buanderie, enfin dans nos armoires. Mais c'est vrai que l'emballage, c'est une part importante et le vrac, c'est une solution pour réduire cette part-là des plastiques dans nos vies. On en a déjà un peu parlé, mais est-ce que vous pouvez revenir dessus plus précisément avec peut-être des éléments chiffrés pour voir en quoi ça peut nous aider et puis après on passera aux questions-réponses. Oui, voilà, pour compléter ce que disait Nelly, effectivement, tu évoquais le sachet de thé qu'on met dans l'eau bouillante. Il existe du thé en vrac, voilà, donc on choisit sa quantité, puis on le met tout simplement dans une petite boule en métal, voilà, qu'on va faire infuser dans sa tasse. Les cosmétiques solides, effectivement, ça fait partie de toute la panoplie des produits que l'on va trouver en vrac. En plus, comme ils sont solides, on ne transporte pas d'eau, donc on fait aussi des économies d'eau parce que c'est ça aussi, hein. Passer au vrac, c'est réduire, participer à la réduction de tous les déchets d'emballage jetable. Et tu l'as dit, Nelly, attention, là, on est sur le focus plastique, mais on a aussi le carton. On ne veut pas substituer un emballage par un autre. L'idée étant d'éviter de prélever des ressources inutiles qui vont avoir une durée de vie limitée et dont la gestion des déchets ensuite est très complexe et engendre un certain nombre d'externalités négatives pour l'environnement et pour notre santé. Donc, le vrac va offrir en fait une véritable alternative aux citoyens, celle de reprendre le contrôle de sa consommation. C'est-à-dire qu'à la fois, quand vous achetez en vrac, vous êtes libre d'acheter la quantité que vous voulez. Et ça, quand même, aujourd'hui, moi, je trouve, quand tout nous est imposé, tout est préformaté, prépackagé, c'est quand même une véritable solution de pouvoir consommer à la juste quantité, de maîtriser son budget et donc d'éviter de gaspiller. Et également le vrac, puisque les produits qui vous sont présentés à la vente ne sont pas emballés individuellement, eh bien c'est vous, en tant que consommatrice, en tant que consommateur, qui allez choisir les matériaux
dans lesquels vous allez mettre vos produits, puisqu'effectivement, il faut bien les transporter du magasin à chez vous, puis après, il faudra les stocker. Et là, du coup, libre à vous d'utiliser le matériau vert, le matériau coton, donc coton bio, plutôt de l'inox, etc., pour pouvoir transporter et conserver vos denrées alimentaires et vos produits à la maison. Le WWF avait fait en 2020 une étude justement sur le plastique et ils avaient comparé plusieurs produits, donc pas tous, hein, en se disant ce produit-là, actuellement, il est vendu dans un emballage à usage unique, un emballage plastique. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impact si je change son emballage et que je l'achète en vrac avec un contenant que je vais réutiliser? Et donc, ils ont fait l'exercice pour les pâtes et les gâteaux, par exemple. Et là, ils se sont rendus compte que l'impact du changement d'emballage consommateur uniquement, hein, eh bien, était une réduction de 100% des déchets plastiques. Vos pâtes actuellement emballées dans du plastique, eh bien, vous venez tout simplement les acheter en vrac dans un petit sac en tissu. C'est 100% de déchets plastiques en moins. Ils ont fait le même exercice sur la lessive et le gel douche liquide. Donc là, un peu plus compliqué puisque bien souvent, on est dans des flacons plastiques ou bien il nous reste la pompe ou le bouchon plastique. Dans ce cas-là, quand vous passez au vrac avec un contenant, un flacon que vous allez réutiliser, c'est moins 90% de plastique en moins. Et également des bénéfices collatéraux de réduction du CO2 et de l'eau, bien entendu, puisqu'on est dans un système de réemploi, de réutilisation. Donc ça, c'est la partie chiffrée. Et également, un deuxième avantage donc, que va vous permettre le vrac, hein, au-delà de choisir du coup vos matériaux, de réduire vos déchets d'emballage plastique, eh bien, avec l'avènement du vrac, on a vu un certain nombre de produits et de matières plus naturelles qui vous sont offertes aussi. C'est par exemple des serviettes hygiéniques en tissu lavable. Vous allez l'avoir aussi avec des culottes menstruelles, les cosmétiques solides qui vont vous permettre d'éviter les déchets d'emballage. Et donc, on va avoir comme ça un certain nombre de matériaux plus naturels qui sont apparus aussi avec le vrac, puisque la recherche avec le vrac, c'est d'aboutir à une consommation qui soit la plus durable possible. On n'arrive pas encore à éliminer tous les plastiques dans la chaîne de valeur du vrac, je tiens à le dire. On y arrive bien côté consommateur, je viens de vous le dire, puisque vous venez avec votre tupperware en inox, votre bocal en verre, votre tissu. Néanmoins, il est à noter qu'il nous reste encore du plastique à usage unique dans le vrac, entre le fabricant et le commerçant et le magasin. C'est un sujet auquel l'ensemble des acteurs de la filière adhérents de l'association Réseau Vrac s'attaquent et on a bien conscience de ça. Et on essaye, dès que possible, de trouver avec le fabricant la possibilité de venir réemployer les emballages dans lesquels sont livrés les produits en grande quantité. Ça a été notamment l'objet en 2021 d'un projet que l'on a baptisé Hub Vrac, qui venait circulariser les emballages amont du vrac. Les épiceries vrac se sont fait livrer leurs produits, des pruneaux, des céréales, des pâtes, des gâteaux, non plus dans des emballages plastiques jetables, mais dans des grandes boîtes hermétiques fermées qu'on venait laver et réutiliser. Et on a fait ce test-là pendant 3 mois. On a tiré des conclusions en termes d'indicateurs environnementaux bénéfiques. On n'a pas réussi encore à résoudre l'équation économique. Donc voilà, donc on réfléchit à faire une V2 de ce Hub Vrac à plus grande échelle pour pouvoir optimiser les coûts, puisqu'on avait ajouté un certain nombre d'intermédiaires dans cette étape-là, un laveur, un transporteur, un conditionneur. Et donc forcément, en plus, tout ça, ça coûte plus cher. Parce qu'une des problématiques qu'il faut bien rappeler, c'est que pourquoi on trouve du plastique partout? Parce que ça ne coûte pas cher. Et qu'aujourd'hui, les alternatives au plastique, on l'a dit un petit peu, c'est parfois des matériaux plus nobles qui coûtent plus cher pour les vêtements, mais c'est pareil pour l'emballage. C'est-à-dire que si on veut substituer du plastique à usage unique qui n'a aucune valeur en termes de coût
alors que d'ailleurs le WWF l'a mesuré aussi. Si on devait réintégrer dans le coût d'achat du plastique toutes les externalités négatives que celui-ci engendre et qui ne sont pas incorporées dans son prix de vente, celui-ci devrait coûter 10 fois plus cher. Donc, on a voilà, aujourd'hui une des raisons qui fait qu'on est tant envahi de plastique, c'est qu'il ne coûte pas cher et que les solutions qui sont, elles, plus durables, elles ont un coût. Et donc, une des questions qu'il faut se poser, c'est comment faire supporter le coût du plastique pour que les autres solutions redeviennent compétitives et qu'on puisse créer ce basculement. Voilà. Merci beaucoup Célia pour ce point, parce que c'est vrai qu'on parle de déplastifier sa vie, mais on a besoin aussi évidemment que l'économie se déplastifie et qu'on soit sur d'autres offres, d'autres solutions, et qu'on ait aussi une fiscalité qui permette à d'autres offres et d'autres solutions d'émerger. Je pense que nos spectateurs ont des questions à nous poser. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez écrire dans le chat ou lever la main. Et j'ai déjà une personne qui souhaite parler, Béatrice Bacon, je vais vous donner la parole. Béatrice Bacon de Tout part en vrac, donc il connaît bien le vrac. C'est ça, oui. Bonjour, vous m'écoutez? Oui, on vous entend. Ouais, bah alors, donc moi j'ai une épicerie en vrac depuis 3 ans et demi. Je me bats bien sûr pour réduire les emballages. Je prends beaucoup de mon temps personnel pour revaloriser tout ce que je peux pour en jeter le moins possible. Tous les bidons, tous les cartons, les palettes, le papier bulle, le papier craft, tout ce qui peut resservir aux gens de manière générale, les seaux, etc. Mais je me fais quand même du souci aujourd'hui parce que le vrac n'est plus tendance. Personnellement, dans notre épicerie, on a perdu quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires. C'est assez aussi flippant parce que toutes les épiceries que je suis, qui étaient un peu les référentes du vrac, notamment dans la région lyonnaise, ont fermé. Et je me demande vraiment si ça va pouvoir perdurer dans le temps, en fait. Même si moi, j'y crois et que les clients s'inquiètent pour mon épicerie. Je leur dis en rigolant que je serais peut-être la dernière lyonnaise à me battre pour que le vrac persiste. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus se démener comme des fous, en fait, parce que c'est épuisant. Si derrière, en fait, on n'a aucune rémunération, que la plupart des gens s'en foutent. Et donc, moi, j'ai interpellé la métropole de Lyon pour leur demander, je ne sais pas par quel biais ils pourraient nous aider à développer le vrac. Mais pour le moment, je n'ai pas de réponse. Et du coup, voilà, moi, je m'inquiète beaucoup pour l'avenir, en fait. Et donc, je ne sais pas si Réseau Vrac va pouvoir nous aider dans le temps. Qui va pouvoir nous aider, en fait, parce que on va essayer de vous répondre en sachant qu'on n'a pas forcément toutes les réponses. Ouais, mais sûr. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, nous, en proposant ce mouvement de consommation, nos Plastic Challenge depuis plusieurs années, l'idée, c'est bien aussi de promouvoir les alternatives et le vrac. On sait que la réglementation, elle intègre davantage le vrac aujourd'hui. On sait aussi que le Covid a sans doute joué avec une stratégie aussi des lobbies du plastique pour valoriser tout ce qui était emballé. Voilà. Puis je vais peut-être laisser Célia compléter sur ce qui est engagé par le réseau vrac pour répondre à ce type de préoccupation. Je vais essayer de faire très bref parce que c'est un sujet qui nous préoccupe depuis plusieurs mois. Béatrice, je ne sais pas si vous êtes ou vous étiez adhérente vous êtes encore. Bien sûr. Oui, bah donc du coup, voilà, donc du coup, vous avez bien suivi toutes les actions qu'on a mises en place parce qu'effectivement, on surveille de près ce phénomène. Je pense qu'il faut surtout rappeler 2 choses. C'est que le vrac, enfin, les gens n'ont pas un désamour du vrac. Par contre, il y a une perturbation complète des changements de comportement de consommation sur le commerce physique en général, et notamment dans les grandes villes, donc Lyon, Paris, les grandes agglos. On a vu qu'il y a eu le télétravail a perturbé les rythmes où les gens ne passent plus du tout devant l'épicerie, etc. On a eu, nous, des épiceries qui ont fermé parce qu'elles étaient dans des quartiers de bureaux, et les quartiers de bureaux, il n'y a plus personne et les gens n'y retournent plus. Le télétravail, les gens continuent de le faire, et quand ils sont à la maison 2 jours en télétravail, ils prennent à peine 30 minutes pour manger, donc ils n'ont plus tout ce temps
libre qu'ils ont eu quand tout était confinement et qu'on reprenait goût à faire ses courses. Et en fait, le contexte de crise sanitaire a dépriorisé comment ça s'appelle, les choses, enfin les priorités des Français. Et si avant la crise, on était là à se dire il faut que je consomme moins, mieux, moins de plastique, etc., ça reste important. Quand on interroge les Français, ça reste important dans les actions pour mieux consommer, hein, avant la conscience animale, avant le véganisme, etc. C'est vraiment d'avoir moins d'emballage. Pour autant, les gens en ont eu tellement marre du Covid, de je suis confiné, pas confiné, je dois mettre un masque, je dois me faire tester, etc., que cette pression-là, cette cocotte minute, elle a explosé au moment où en mai, juin, on a réouvert les bars et les restos. Et là, on est encore dans la phase où j'en ai ras-le-bol, j'ai la sensation de plus avoir le temps, j'ai plus envie de m'embêter. Et donc, j'ai un arbitrage de temps. Quand on a la sensation d'avoir moins le temps, la priorité se fait d'aller au plus vite. Et en fait, comme une partie de la population française a découvert la commande en ligne pendant le Covid, puisque beaucoup de magasins étaient fermés, eh bien, ils n'ont pas arrêté d'appuyer sur ce bouton-là. On le voit dans la restauration. Les restaurateurs continuent à faire beaucoup de ventes à emporter et de livraison, ce qu'ils ne faisaient pas forcément avant. Et moi, je prends toujours cet exemple-là. Les gens se sont beaucoup abonnés à Netflix. Ce n'est pas parce que les cinémas ont réouvert en mai-juin que les gens ont arrêté leur abonnement Netflix et se sont tous rerués sur les salles de cinéma. Il y a 50% de fréquentation en moins dans les salles de cinéma. Donc, c'est un phénomène en fait généralisé d'avoir la sensation d'avoir moins le temps, du coup d'arbitrer sur la partie plaisir et de se garder quelque part l'effort de sortir pour du plaisir et peut-être moins pour de la logistique de courses, etc. Et on est encore dans cette période-là parce que le Covid n'est pas terminé, parce qu'on est dans un contexte de guerre en Ukraine avec de l'inflation, du machin, du pouvoir d'achat, que les présidentielles viennent de se passer, mais on n'a toujours pas de gouvernement, il y a les législatives, et on est dans cet attentisme-là en ce moment. Et les gens n'ont pas encore retrouvé leurs habitudes d'avant-crise et de toute façon ne vont pas les retrouver en totalité. Il va y avoir un centre de gravité qui va légèrement se déplacer. Et moi, c'est sûr qu'une de mes craintes, c'est de me dire, sauf que si on attend trop longtemps, toutes nos petites épiceries, elles ne vont pas toutes subir, elles ne vont pas toutes tenir, parce qu'on le sait, hein, le baromètre qu'on a mesuré et qu'on a exposé au gouvernement pour les informer de la situation, c'est de dire 70% des épiceries vrac ont moins de 2 ans d'existence. Quand on a moins de 2 ans d'existence, on n'a pas la trésorerie. On n'a pas les années de trésorerie suffisantes pour encaisser 20, 30, 40, 50% de fréquentation en moins. Et elles, les charges continuent d'être à ce niveau-là quand la fréquentation baisse. Donc ça, nous, on l'a exposé, on l'a analysé, on l'a exposé au gouvernement, mais maintenant, le gouvernement a changé. Donc même nous, on doit retisser tous les liens qu'on avait avant pour pouvoir essayer de soutenir comme on peut. Et c'est une des raisons pour laquelle Réseau Vrac a lancé en mars dernier le mois du vrac, c'était de se dire, comme on ne peut pas avoir d'aide financière, on n'est pas une filière aussi grosse que la restauration, etc., le gouvernement ne va pas donner des sous comme ça et qu'on ne peut pas recevoir des aides financières directes, en tout cas d'un point de vue national. Qu'est-ce que peut faire l'association pour remettre les gens dans les magasins? Notre seul moyen d'action, et c'est ce que fait Muriel quand on fait ce type d'action, c'est de pouvoir parler du vrac, c'est de semer la graine, de ressemer la graine et de parler du vrac et de dire, mais retourne, pour inciter les gens à revenir en magasin. Et donc, nous, les solutions qu'on a, c'est d'en parler. Ça a été le mois du vrac. Là, il faut qu'on le reprépare pour l'année prochaine et qu'on continue d'occuper le terrain, de prendre la parole positivement pour faire comprendre aux gens qu'il y a plein de solutions formidables qui s'offrent à eux pour mieux consommer, faire des économies, trouver tout un tas de bénéfices qui va parler au plus grand nombre pour pointer et ramener les gens en magasin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une déconsommation globale des très grands centres urbains et que les épiceries vrac étant en majorité aussi principalement dans les villes de moins de 20 000, mais on a beaucoup d'épiceries vrac dans les grands centres urbains aussi. Et donc,
à part essayer juste de rappeler que c'est bien, qu'il faut y aller, qu'on est prêt, qu'on les accueille, c'est très compliqué, là, tout de suite, maintenant, de mobiliser toute la population française, puisque ce comportement est généralisé partout, à la culture. Et on voit bien que c'est compliqué. C'est un contexte qui est compliqué. On voit bien votre mobilisation, il y a la nôtre aussi. Et c'est vrai qu'il faut qu'on se mobilise à plusieurs de plus en plus sur ce sujet-là, et en communication et en plaidoyer pour, en effet, faire réémerger ce mode de consommation. Il y a Monsieur Hormis qui voulait parler. Je vais vous donner la parole, Monsieur Hormis. Tony. Oui, bonjour. Merci pour ce sujet, c'est très vraiment intéressant. Donc, moi, je gère dans la société. Là, parce que ce qu'on parle aujourd'hui, je crois, c'est tout est personnel. Moi, à la maison, j'arrête le plastique. Je gère tout ce que j'utilise à la maison. Mais par exemple, au niveau de la société, aujourd'hui, nous, par exemple, on donne des gâteaux, on donne du thé. Donc, il y a deux choses. Il y a côté plastique, je veux réduire le plastique, mais en même temps, j'ai côté hygiène, parce qu'il y a centaines de personnes qui vont toucher le thé, le gâteau, vous voyez. Donc, c'est là le challenge pour moi, parce que moi aussi, en tant que personne qui gère ça, tout ce qui est administration, office management, on dit, c'est un challenge pour moi. Comment je peux réduire le plastique, mais en même temps, garder côté hygiène, côté santé pour les employés. Oui, bien sûr. Alors, écoutez, il y a des solutions pour les entreprises. Par exemple, si on prend la question de l'eau, pendant le Covid, ils avaient fermé les fontaines, ce qui était une totale aberration parce qu'ils avaient laissé, en revanche, les machines à sucreries, etc., ouvertes. Donc, il n'y avait pas plus de contact dans l'une que dans l'autre. Donc, à un moment, il faut vraiment mesurer s'il y a un risque ou pas. En tout cas, tout ce qui est déjà accès à l'eau, de toute façon, maintenant, les bouteilles en plastique sont interdites et donc, il faut demander aux gens d'avoir leur propre. En fait, une des solutions, la double solution, la solution qui permet de répondre aux deux enjeux, c'est que les personnes aient leur propre matériel. Et ça, on l'avait étudié, nous, pendant le Covid, parce que finalement, quand on a son propre matériel, on ne le passe pas à quelqu'un d'autre, on en est responsable, on le lave, on va remplir et on évite les contacts quand on remplit et on fait en sorte que son matériel soit propre. Donc ça, c'est une des solutions. Et donc, tout ce qui est en entreprise, le fait d'avoir son mug, le fait d'avoir sa tasse, le fait d'avoir sa gourde, c'est déjà quelque chose à privilégier. Alors après, les questions des… Alors pour le thé, les gens peuvent avoir le thé, leur propre thé en vrac. Moi, je fais ça quand je suis au bureau. Donc après, je ne sais pas dans quel cadre vous offrez du thé, mais c'est vrai aussi que c'est une solution. Et puis après, il peut y avoir des process qui sont organisés. Si c'est une boîte de thé en vrac qui est partagée, il peut y avoir un mode d'emploi, un process qui est partagé en espérant que les gens le suivent. Évidemment, il faut les accompagner pour ça. Voilà, donc il y a des solutions. C'est vrai qu'elles ne sont pas toujours simples, qu'il y a des résistances parce que le Covid est passé par là, encore une fois, et du coup, on a eu le tout hygiénisme qui a fait que… mais c'est aussi une question de lobby, hein, c'est le lobby du plastique qui a poussé le retour aux emballages individuels. En tout cas, voilà, parfois des solutions existent, peut-être pas sur tout, il faut voir sur quoi on peut en mettre. En tout cas, en entreprise aussi, nous, on insiste beaucoup sur le fait que c'est les pauses repas, en fait. La pause café, faut imaginer tout ce qu'on peut regarder pour qu'il y ait le moins de plastique possible à la pause café. La pause déjeuner, est-ce qu'il y a une cantine, est-ce qu'il n'y a pas une cantine? S'il y a une cantine, on travaille avec elle pour réduire tout ce qui est petits emballages individuels et être plutôt dans des plats qui sont servis dans des assiettes qu'on va laver, tout simplement, hein, comme une cantine classique. Et s'il n'y a pas de cantine, on peut travailler. Il y a des gens dans le cadre du No Plastic Challenge qui font ça, qui travaillent avec les commerçants autour pour que les commerçants acceptent que les gens de l'entreprise viennent avec leurs contenants. On donne des contenants aux salariés. C'est des choses qui se font pendant le No Plastic Challenge. Ça. Il y a aussi maintenant des sociétés qui ont des frigos connectés où en fait, on a des contenants qui sont réutilisables et qui vont être gérés par l'entreprise qui va venir les chercher, qui va venir les laver. Voilà, donc quand même, l'offre, y compris en entreprise, elle se développe. On a sur notre site une fiche pour les entreprises que je vous invite à regarder. Et on a aussi sur notre site un benchmark des solutions à la pollution plastique. Alors Laurie, elle a mis quelques éléments. Laurie qui nous suit à distance dans le chat. Si tu peux rajouter, Laurie, s'il te plaît, le benchmark et la fiche entreprise,
Ça permettra de répondre en partie aux questions de monsieur, je pense. Parfait. Juste, puisqu'on parle de chiffres, juste pour vous dire, nous, on est une petite société. On a fait une étude en 2019. On a arrêté les bouteilles de plastique et on a calculé, c'était 18 000 bouteilles de plastique chaque année pour une petite société. On a arrêté 18 000 bouteilles de plastique. Donc, on a des gourdes en verre et tout le monde utilise les gourdes en verre aujourd'hui. Bah, écoutez, très bien. Je vous invite à témoigner pendant No Plastic Challenge de ce que vous avez fait et de ce que vous continuez à faire sur les réseaux sociaux. C'est aussi important de partager ces exemples-là. Alors, pardon Muriel, pour compléter effectivement sur la partie entreprise, vous pouvez aussi avoir des mini-distributeurs vrac dans les entreprises, dans la partie cafétéria, que vous allez remplir un peu comme un commerçant avec les aliments en grande contenance. Et ces aliments-là, vous pouvez les acheter auprès des épiceries vrac qui sont pas loin de votre entreprise. Et là, vous n'avez pas forcément les employés qui vont mettre les mains dedans si le distributeur peut distribuer le produit. Et la boîte à thé, vous pouvez très bien avoir une cuillère qui est assignée à la boîte à thé. Voilà, je pense qu'effectivement, les employés ne vont pas forcément tous mettre les mains dedans et peuvent aussi être responsabilisés, comme le disait Muriel. Alors, on a aussi Colette qui veut nous poser une question. Madame Fabre, allez-y. Oui, bonjour à toutes. Ouais, j'ai une question. Donc, je fais mes courses en vrac depuis déjà pas mal de temps. Donc, je suis en Aveyron. C'est assez facile de se procurer les biens communs en vrac. Là, il n'y a pas trop de difficultés à ce niveau-là. Mais j'ai une grosse difficulté pour gérer mon congélateur. Parce que le congélateur, j'utilise toujours des sacs en plastique. Alors, je veux bien les réutiliser ou les choses comme ça, mais à ce jour, j'ai vraiment pas trouvé de solution, quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez des pistes là-dessus ou pas. Merci. Nelly? Moi, j'en ai pas. Je sais pas si... Alors, le congélateur, c'est un vrai sujet. Moi, je suis pas totalement en place. Parce que les solutions alternatives prennent de la place. Donc, tout va dépendre un petit peu du volume que vous avez. Par exemple, le liquide se congèle extrêmement bien dans du verre, moyennant attention de garder toujours une marge, parce qu'en étant congelé, ça va grandir de volume. Et du coup, ça peut faire exploser le verre. Et ensuite, en décongelant très progressivement, pas mettre tout de suite votre bouteille en verre au bain-marie, par exemple, en sortant du congélateur. Donc, pour tout ce qui est liquide, et puis pour plein de choses, en fait, vous pouvez utiliser du verre. Moi, à un moment, j'ai fabriqué des sacs en tissu. En fait, il se trouve que pour que la congélation fonctionne, on a besoin de maintenir un certain taux d'humidité. Sinon, les aliments vont effectivement se détériorer. Donc, le pain, par exemple, lui, sèche très, très lentement. Donc, le pain va fonctionner dans des sacs en tissu et aussi des sacs en papier réutilisables. Moi, je dirais que le grand gagnant pour la congélation, c'est quand même le verre. Après, si vous avez des Tupperware qui peuvent s'empiler, vous pouvez gagner de la place. Une autre idée aussi, par exemple, ça va être de congeler, si vous faites votre potager, par exemple, ce qui est mon cas, et que vous avez des rondelles de courgettes à gogo, que vous voulez les congeler, vous pouvez les congeler sur une plaque pour qu'elles ne colmatent pas. Et ensuite, les mettre dans un contenant en verre plus réduit. Vous voyez, donc voilà. Par contre, ça va demander ça demande un temps d'adaptation, ça demande une autre gestion. Et on m'a dit, et ça, je n'ai pas encore essayé, vous savez que les tissus qui sont enduits de cire d'abeille se congèleraient très bien. Voilà. Alors, je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est ce qui m'a été dit. Donc, je dirais que ça va dépendre de vos aliments. Est-ce que c'est liquide, solide? Est-ce que ça se déshydrate vite ou pas? Vous avez différentes solutions, il faut les tester. Donc, il y a quelqu'un aussi dans le chat qui congèle dans des boîtes en verre type Pyrex. Oui, voilà. Ok. Merci. Je vous en prie. Écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de notre heure de discussion. Alors, on peut prendre une ultime question si quelqu'un a une dernière question ou un dernier commentaire. Sinon, je vous invite à participer largement au No Plastic Challenge. Ça dure encore jusqu'au 15 juin. Tous les jours, on insiste sur des choix de consommation différents. Aujourd'hui, c'est le choix de l'eau du robinet, qui est de très bonne qualité en France, et le choix de la gourde. Voilà, donc n'hésitez pas. Ça peut paraître parfois un peu ridicule, mais il faut utiliser les réseaux sociaux aussi pour ça, pour véhiculer le fait qu'on choisit ces alternatives-là et le faire savoir autour de soi. On est face à des millions en communication, en marketing qui nous
innovant de la livraison en 5 secondes de produits suremballés. À nous d'utiliser les réseaux sociaux, de communiquer le plus largement possible, de dire qu'on va au vrac. On aura un jour sur le vrac, qu'on choisit d'acheter en vrac et qu'on soutient ces magasins-là, et on aura une journée la semaine prochaine où on parlera du vrac. Voilà, donc je vous invite à communiquer largement pendant No Plastic Challenge sur les réseaux sociaux et aussi à le faire savoir à vos contacts. On a mis dans le chat un certain nombre de références qui sont à la fois le livre de Nelly, Déplastifier sa vie, que je vous remontre. On a mis le site du mois du vrac qui s'appelle Consommer Vrac, si je me souviens bien. C'est bien ça? Oui, c'est le site pour tout savoir sur le vrac, en fait, la consommation tout au long de l'année. Voilà, donc on vous invite à regarder ce site. On a aussi un livre. Voilà, je laisse le présenter. Ah oui, c'est super, j'ai mon flou. Vrac mode d'emploi. Bon, bref, c'est qui permet de se mettre au vrac et de démythifier tout ce qui peut exister autour. On a peur de s'y mettre parce qu'on ne sait pas faire. Donc voilà, pas à pas, on vous guide. Et puis de toute façon, comme moi je le dis tout le temps, si vous allez dans une épicerie vrac, vous avez des commerçants qui sont formés et qui sont là pour vous aider et vous accompagner à vous y mettre. Donc le vrac, c'est pour tout le monde. C'est pour quasiment tous les produits. Et donc voilà, il ne faut plus hésiter, il faut y aller. Très bien, très bonne conclusion. Il faut y aller pour tout dans la réduction du plastique, et en fait, on y trouve aussi du plaisir, de l'intérêt, de la satisfaction, et parce qu'on sait qu'on le fait à la fois pour l'environnement, pour sa santé et pour les générations futures. Voilà, donc je vous invite à partager ce mouvement-là, à ne pas fléchir, même si parfois les contextes sont compliqués. Et en tout cas, l'association est là pour rappeler d'aller dans ce sens-là. Et on n'est pas tout seul, on est dans un mouvement mondial de 2000 associations, parce que ce n'est pas qu'un problème français. Donc, la pression va se poursuivre et on compte sur vous pour aller aussi dans ce sens-là. Merci à tous et à bientôt, en tout cas à minima sur les réseaux, et on espère dans la vraie vie prochainement. Merci à nos deux panélistes, Nelly Ponce, Célia Renesson, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci à vous. Merci Muriel pour cette invitation et ce beau challenge dont on a besoin. Voilà, bon No Plastic Challenge à tous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.